Merci Didier. Je crois effectivement que ces rencontres ont été riches. Moi, je n'ai pas l'intention, par ces quelques mots en fin de ces échanges, de faire la synthèse de ces échanges. Je vais essentiellement retenir certains points qui se sont exprimés et avec ma propre lecture et naturellement en choisissant de traiter telle ou telle des expressions que nous avons eues, qui ont été formulées au cours des tables rondes, je ferai naturellement des choix et vous voudrez bien m'en excuser. Je ne reprendrai pas l'ensemble des idées très riches qui se sont exprimées. Je crois que la première chose que moi j'ai envie de reprendre, c'est le constat que naturellement personne aujourd'hui ne peut contester la nécessité de coopérer. Encore faut-il, et je crois que c'est justement un des éléments forts des échanges que nous avons eus, encore faut-il qu'au-delà des intentions, eh bien, on regarde comment, en effet, on met en application ce principe. Et pour le mettre en application, je crois qu'il faut identifier les difficultés. Elles ont été pour un certain nombre formulées, je vais d'ailleurs y revenir. Et au-delà de l'identification de ces difficultés, je voudrais aussi en profiter pour formuler quelques pistes d'action, quelques pistes de réponse qui ne dépendent pas toutes nécessairement de nous, mais au moins que nous les ayons effectivement en tête. Alors peut-être que la première chose à rappeler, c'est pourquoi coopérer. Pourquoi coopérer ? Il y a de multiples raisons qui s'imposent en effet à nous. Alors il y a la démographie médicale, il y a la nécessité de constituer des équipes, il y a la faiblesse des compétences et la nécessité effectivement de trouver des compétences qui se complètent. Il y a aussi la nécessité de coopérer face à l'importance d'investissements à réaliser. Il y a la nécessité de coopérer, et la crise nous l'a montré, pour faire face à des situations inédites et où, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure par un autre biais, sur le fait que tout le monde ne peut pas tout faire, tout le monde ne sait pas tout faire, et tout le monde a besoin des autres quand on est face à une situation de crise, et la crise sanitaire nous l'a montré. Encore faudra-t-il d'ailleurs, et cela vient d'être exprimé, et je partage complètement ce qui a été dit, que cela ne reste pas effectivement un moment très positif, même s'il a eu du mal peut-être à démarrer dans certaines régions cette coopération publique-privée sur laquelle je vais aussi revenir, mais qu'il reste, qu'est-ce qui va rester effectivement de cette crise demain. Mais je crois que, et je voudrais quand même, premier signal important à mon avis qui a été exprimé, c'est quelle est la raison profonde des coopérations. Pourquoi coopérer ? C'est quand même comment on donne du sens à ce que... Là aussi, c'est un poncif. Marie-Sophie évoquait tout à l'heure la notion de poncif, mais c'est le patient au cœur du système. Enfin, je veux dire, on rabâche ça depuis énormément d'années. Or, on voit bien que ce n'est pas la réalité aujourd'hui, et les témoignages qui ont été exprimés lors de la toute première table ronde hier matin sont, de mon point de vue, absolument déterminants. Et on voit bien que la nécessité de coopérer s'impose, notamment, pas uniquement, mais notamment quand face à des maladies chroniques, et ce qu'il a été indiqué tout à l'heure concernant la prise en charge du cancer, quand face à des maladies chroniques, plusieurs acteurs doivent intervenir, comment le patient passe effectivement d'une hospitalisation à domicile, à de la chimio, à de la radiothérapie, etc., combien le parcours du combattant auquel il est confronté nécessite effectivement que nous ayons un système plus fluide, et que donc la nécessité de coopérer, l'élément essentiel, même s'il y en a bien d'autres que je viens rapidement d'évoquer, la nécessité essentielle, c'est effectivement quel est l'intérêt du patient auquel nous devons effectivement qualité de la prise en charge et bienveillance. Alors je disais, si on veut effectivement sortir de ce principe, oui, embrassons-nous tous, tout le monde est d'accord pour coopérer, mais enfin, on l'a quand même vu que ce n'était pas aussi simple, et je voudrais, dans cette deuxième partie de mon intervention, revenir sur ce que l'on peut appeler un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'obstacles, et après les y voir identifiés, peut-être en profiter pour dresser quelques pistes. Je crois qu'il y a deux types d'obstacles. Il y a des obstacles humains, et il y a des obstacles institutionnels. Alors, il y a des obstacles humains, nous ne l'aurons pas. Je veux dire que les égos, ils existent. Alors, ils existent dans tous les secteurs, mais ils existent particulièrement dans notre secteur. Et les égos ou les obstacles humains, que je ne vais pas développer plus avant, ont des incidences sur les rapports entre les professionnels, mais ils ont aussi des rapports sur le fonctionnement des institutions.
Pourquoi dans un GHT ça n'avance pas? Parce que entre le directeur de l'établissement A, le directeur de l'établissement B ou le directeur de l'établissement support, ils se tirent des bourres depuis je ne sais combien de temps entre les présidents de CME, parce qu'ils ont été ensemble à la fac et qu'effectivement ils ont gardé des souvenirs de... etc. Enfin, je veux dire que ne nous leurrons pas, c'est pas la seule explication, et je vais en trouver bien d'autres, et sur lesquels il faut qu'on travaille, mais c'est quand même un des éléments qu'il ne faut pas ignorer, on le voit, et moi qui m'intéresse beaucoup en ce moment à la médiation, je constate combien les blocages humains sont déterminants dans la nécessité de coopérer, les croyances, les projections qu'on a les uns sur les autres, etc. Alors il y a aussi des obstacles institutionnels. On a évoqué les obstacles liés aux professionnels. Et en effet, il y a des logiques corporatistes. Comment peut-on sortir des logiques corporatistes? Je passe rapidement, mais je crois que ce que Elisabeth a évoqué tout à l'heure sur la formation est déterminant. Et elle est déterminante, et c'est effectivement une des démarches qu'il faudrait que l'on développe plus, c'est-à-dire que la formation, comment peut-on imaginer une formation qui associe au moment même de la formation initiale des professionnels une certaine transversalité? Aujourd'hui, les pôles santé dans les universités ou les facs de médecine sont de plus en plus effectivement en responsabilité d'autres, enfin des IFSI, des écoles de sages-femmes, même d'autres écoles de kiné ou autres. Ça reste encore très cloisonné entre les différentes formations à l'intérieur de l'université, alors qu'il y a potentiellement là, vraisemblablement, la possibilité de créer déjà au moment de la formation initiale des professionnels une transversalité, une relation qui fasse que les gens commencent à travailler, enfin les professionnels commencent déjà à se connaître et à travailler ensemble, ou du moins à imaginer qu'ils pourront travailler ensemble lorsqu'ils sont à l'université. Et donc je pense qu'en effet, la formation est déterminante pour sortir des logiques corporatistes. La question de la rémunération a été évoquée. Moi, je partage totalement. Il ne s'agit pas d'avoir le débat qui est sans doute moins aigu en France aujourd'hui qu'il ne l'a été. Philippe, tu en porteras peut-être témoignage, mais porter la question de l'interrogation sur une discussion autour du paiement à l'acte a longtemps été impossible. Ça l'est encore sans doute. Le problème n'est pas de mettre en cause le paiement à l'acte, il est de se poser la question de comment on va plus loin sur un certain nombre de modalités de prise en charge, populationnelles, par forfait, sur des modalités de prise en charge. L'article 51, de ce point de vue, est intéressant. Alors, je ne reviens pas sur les modalités d'accès à l'article 51. Il est intéressant parce qu'il sort d'un financement très cloisonné de notre système, qui effectivement a fait que quand on est en exercice libéral, enfin quand on a affaire à un professionnel libéral, on est financé dans un mode de relation discuté conventionnellement avec l'assurance maladie, avec des modes de financement qui sont effectivement plutôt à l'acte, mais dès qu'on passe effectivement sur un mode de prise en charge institutionnelle, hospitalière ou autre, c'est un autre mode de financement, que le médicament là lui-même répond à d'autres modalités de financement. Et donc les modalités d'allocation de ressources, je préfère présenter le problème comme ça, les modalités d'allocation de ressources pour une prise en charge globale de parcours ou pour une prise en charge globale de pathologie, sont de plus en plus, ces questions seront de plus en plus d'actualité. Je crois que dans les propositions à formuler, il faut effectivement que sur ces modalités d'allocation de ressources financières, on avance effectivement un certain nombre de modalités nouvelles pour pouvoir en effet éviter que chacun se pose la question de savoir oui, mais si je ne fais pas tel acte et si je laisse tomber tel acte, eh bien je préfère le faire parce que sinon, effectivement, c'est une rémunération que j'abandonne, et ce qui n'est pas du tout critiquable, ce qui est tout à fait normal. Mais justement, si on veut éviter d'être confronté à ce type de situation, il faudra en effet que l'on arrive à débloquer les situations concernant certains modes d'allocation de ressources. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout revenir à des notions de budget global en matière notamment de prise en charge, y compris ambulatoire, naturellement. Il y a des obstacles liés aux institutions, il y a des obstacles liés notamment aux établissements, et des obstacles liés d'abord entre les établissements publics. On a évoqué les GHT, je vais pas revenir sur l'ensemble de l'analyse des GHT. Je voudrais simplement rappeler que les GHT, ça répond à un objectif. Pour avoir été, vous le savez, président de la Fédération hospitalière de France pendant un certain nombre d'années, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et avoir plaidé pour la stratégie de groupe, c'était quoi? C'était de dire, vous, établissement public, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la population de présenter une offre de service, une offre de prise en charge qui soit cohérente entre vous. Arrêtez de vous tirer des bourres.
Ceci étant, ça ne suffit pas de le faire, et en effet, on voit combien, y compris entre les établissements publics, alors à la fois pour des problèmes d'ego parfois que j'évoquais peut-être tout à l'heure, mais aussi pour des raisons institutionnelles, de financement, etc., combien même entre établissements publics, eh bien, la difficulté de pouvoir définir une stratégie commune. Alors on pourrait en effet analyser, discuter, la mise en place des GHT à partir de 2016 a peut-être été rapide, on n'a pas commencer suffisamment vite par poser un problème, une démarche de projet médical, parce que je rappelle quand même que le projet médical, il a fallu le présenter en à peine 6 mois, puisque la loi date du 26 janvier et que les GHT devaient avoir déposé dans un périmètre qui leur était imposé par les agences régionales, devaient effectivement avoir déposé leur introduction au 1er juillet de la même année 2016, avec le projet médical qui avait été un peu allégé entre-temps. Mais la coopération au niveau territorial, d'abord, ça ne se résume pas au GHT. Il faudrait quand même aussi sortir cette idée, la notion de groupement de coopération, etc. Puis d'autre part, je suis moi absolument convaincu qu'avant de se poser la question institutionnelle, il faudrait se poser d'abord la question du projet et la notion de projet territorial qui a été effectivement évoquée. Et si on veut qu'il y ait de la coopération qui s'installe entre des acteurs qui sont confrontés à une population, c'est d'abord au niveau d'un territoire qui n'est pas le territoire départemental, qui est souvent le territoire qui a été retenu par les agences régionales de santé pour traiter la question des autorisations. Non, le territoire, en termes de territoire de bassin de vie, c'est-à-dire comment les gens se déplacent, comment ils vivent, et c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement qu'on ait un projet territorial qui se mette en place. Et puis les autres obstacles liés aux établissements, c'est les obstacles liés au statut, c'est le rapport des établissements publics aux établissements privés. Alors c'est pas simplement avoir effectivement une certaine, comme cela a été évoqué, où en Suisse on semble aborder la question du rapport public-privé de manière absolument détendue, etc. Bon, on est en France, on n'a pas ce mode de raisonnement. Moi, ce que je suggère et ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on remette à plat le débat sur la notion de service public de santé. Qui assure et comment assure-t-on le service public de santé ? Moi, je suis convaincu, je l'ai dit à plusieurs reprises, parfois ça a choqué, je maintiens ma position, c'est que le service public, ça ne se résume pas au statut de l'établissement qui le porte. Ce n'est pas parce qu'on est un établissement public qu'on répond au principe de service public. Et ce n'est pas parce qu'on est un établissement privé qu'on ne doit pas pouvoir répondre à des missions de service public. Et donc je crois qu'il faut pour ça que nous posions effectivement très clairement le débat de fond, non pas le débat statutaire, le débat de fond. Je rappellerai, je l'ai rappelé au congrès régional de la Fédération hospitalière de France de l'Île-de-France en fin juin, je rappellerai que les notions de service public, ça se fonde sur l'accessibilité, sur la continuité et sur l'adaptabilité. Et c'est la capacité des opérateurs à répondre à ces trois principes qui devraient définir effectivement la notion de service public et qui remplit ces missions de service public. Et je crois donc que si on veut avancer effectivement là-dessus, essayer de sortir de cette opposition public-privé, il y en a qui font du fric, et il y en a d'autres qui ne foutent rien ou qui sont des fonctionnaires, etc. Enfin, bon, ces images qui ont été rappelées ici de manière un peu humoristique correspondent quand même à un fond permanent de dialogue. Si on veut sortir de cette opposition, je crois qu'il faut essayer de partir des principes fondamentaux et interpeller l'ensemble des acteurs, y compris en disant en quoi vous répondez effectivement à ces principes fondamentaux. Donc voilà un peu ce sur quoi je crois il est absolument nécessaire que nous approfondissions la réflexion à propos d'ailleurs de ce rapport public-privé. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la période de crise. Tout le monde ne peut pas tout faire. Et arrêtons d'avoir effectivement des établissements qui considèrent qu'ils ont réponse à tout. Non, dans une complexité de prise en charge qui sera de plus en plus une des contraintes auxquelles on sera confronté, les établissements publics ne pourront pas répondre à tout et les établissements privés seront amenés de plus en plus à être sollicités. Et donc cette interpénétration, cette interconnexion entre les deux s'imposera de plus en plus. Et puis le dernier point, si je puis dire, dans les obstacles que j'ai identifiés pour répondre à une bonne coopération, c'est naturellement les obstacles liés à différentes rigidités. Alors il y a des rigidités, j'ai eu l'occasion aussi de m'exprimer en d'autres circonstances, y compris à propos d'un rapport de l'Assemblée nationale sur les agences régionales de santé il y a quelques semaines ou quelques mois.
Je crois effectivement qu'il y a des rigidités ministérielles. Bon, c'est évident que le ministère n'a pas tiré les conséquences d'une régionalisation de l'organisation de la santé. Et donc, effectivement, le fonctionnement en tuyau d'orgue n'incite pas à la coopération sur le terrain quand déjà dès le ministère, il y a des difficultés de dialogue entre la DGS. Marc Bourquin a donné des exemples de ce point de vue pendant la crise entre la DGS, la DGOS, la DGCS, et qu'effectivement, chacun donne ses propres consignes. Donc, ça n'incite pas les opérateurs sur le terrain à pouvoir effectivement travailler et coopérer ensemble. Il y a des rigidités architecturales, elles ont été un petit peu évoquées. Comment, effectivement, on a une réponse qui est une réponse d'adaptabilité que j'évoquais tout à l'heure. On a vu pendant la crise ce débat, et les chiffres qui ont été donnés d'ailleurs sur la comparaison sur les lits de soins critiques devraient un peu modérer effectivement les débats qu'on a eus au tout début, en disant, ben voilà, et on a vu d'ailleurs des projets hospitaliers, j'ai des villes comme ça en tête, où les pouvoirs publics, ou le ministère, a donné effectivement, enfin, a donné, oui, aux établissements une marge supplémentaire de création de lits après la crise. Je ne suis pas certain que ce soit un problème de capacité de prise en charge. Je veux dire, il faut qu'on ait une démarche architecturale qui permette une modularité de la réponse, qui permette effectivement une flexibilité de la réponse. On a eu besoin de lits de soins critiques, effectivement, pendant cette crise. Devant une crise demain, on aura peut-être besoin d'autre chose dans nos établissements de santé. Si on n'a pas une architecture qui permet effectivement cette adaptation, eh bien, on sera dans des murs qu'on ne pourra pas effectivement utiliser peut-être à d'autres finalités dont nous aurions besoin. Donc il y a effectivement nécessité de pouvoir trouver cette adaptation pour sortir de ces rigidités. Il y a une rigidité réglementaire. La question de la commande publique a été évoquée. Je voudrais quand même, chers amis, rappeler que la commande publique, d'abord, la législation française, elle est totalement calquée sur la réglementation européenne. Je veux dire, tous les pays en Europe, ils sont confrontés à la même directive en la matière. Mais il y a souvent, y compris, une lecture un peu fermée, y compris même des établissements, sur un attachement à la commande publique sur lequel ils amplifient la lecture des textes réglementaires, et que là aussi, il y a peut-être à s'affranchir, non pas de la législation ou de la réglementation, mais tout simplement ne pas en avoir une lecture fermée. Il n'y a pas autant de rigidité parfois qu'on voudrait bien le dire pour protéger telle ou telle décision qu'on a peut-être du mal à prendre. Donc voilà quelques pistes que je voulais reprendre et lancer à la réflexion, au débat. On n'aura certainement pas, naturellement, toutes les réponses à ces difficultés à notre niveau, parce que plusieurs d'entre elles dépendent en effet de décisions qui seront prises au niveau législatif, qui peuvent être prises au niveau effectivement de telle ou telle institution. Je crois en tous les cas que les journées que nous venons de vivre, enfin ces échanges que nous avons eus depuis hier matin, ont permis en effet de faire en tous les cas peut-être pour les uns et les autres déjà avancer notre propre réflexion en la matière. Les pistes que j'ai tracées devraient peut-être nous amener de nouveau à prolonger ces débats en d'autres circonstances. En tous les cas, je voudrais, Didier, particulièrement, et Benoît, vous remercier donc au nom de nous tous peut-être de nous avoir permis ces échanges et de repartir ici avec un certain nombre d'objectifs à remplir pour mieux répondre aux besoins de nos patients. Merci.